Got north right clamp, south fox, H top, pass 38, top gun, BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue sur le Punter pour notre deuxième épisode. Alors aujourd'hui, on a mis la tenue, on est prêt. Aujourd'hui, on va parler des quarterbacks. Si vous avez lu mon article que j'ai publié hier, vous savez plus ou moins de quoi on va parler. On va juste essayer d'approfondir un petit peu la situation des quarterbacks dans la ligue à moins d'un mois de la draft. Quarterback, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai ma définition ici. Un quarterback, c'est un joueur de l'équipe offensive qui dicte chaque combinaison et décide quelle combinaison, quelle audible mettre en place. Quand on pense à quarterback, on pense à, je sais pas, Tom Brady, Patrick Mahomes, on pense aussi aux frères Manning, Eli et Peyton, on pense à Joe Montana et beaucoup d'autres qui ont marqué l'histoire de ce sport. Le quarterback, c'est le poste le plus important de ce sport. C'est le stratège. C'est, comme j'ai dit dans la définition, c'est un poste crucial. C'est le poste différentiel. C'est le joueur qui est en charge de l'attaque. En gros, c'est un meneur d'hommes. C'est celui déjà qui, dans le casque, reçoit l'audible, la combinaison de jeu de son entraîneur. Ensuite, tu dois la dicter avec un système de code tel que celui-ci. Zilch left, 35 Wichita Macho toe. I'm one. Et donc, quand il dicte, ils appellent ça le huddle, dans le huddle, quand il dicte la combinaison de jeu à sa ligne offensive et aux autres joueurs, aux tight ends, aux receveurs, aux coureurs, tout le monde connaît son poste, tout le monde connaît son rôle. C'est aussi le rôle du quarterback d'être sûr que tout le monde soit à sa place. C'est aussi son rôle, parce que c'est celui qui va dicter la cadence. La cadence, c'est, vous le savez, c'est un cri, une combinaison, et le centre, il sait à quel moment passer le ballon au quarterback, et ensuite le quarterback s'occupe un peu du reste, à condition que les receveurs, les tight ends connaissent exactement leur rôle et leur tracé. D'accord? À partir de là, le quarterback, comme on dit, il doit tout connaître. Il doit connaître le cahier de jeu parfaitement. Il doit connaître les audibles, les combinaisons parfaitement. Mais pas seulement. Pas seulement. Il doit aussi être un leader. On va dire, il doit savoir connecter toute son unité offensive et avoir une très bonne connexion avec sa ligne offensive aussi. Il faut savoir que la ligne offensive, s'ils n'ont pas confiance à 100% en leur quarterback, s'il n'y a pas une très bonne relation, forcément ça influe. On parle d'une quarantaine, d'une cinquantaine de phases de jeu en phase offensive. Si la ligne offensive n'a pas confiance et la ligne offensive n'aime pas beaucoup leur quarterback, eh bien ils vont forcément pas bloquer tout ce qu'ils peuvent à 100%. Et le quarterback, il va se faire défoncer, excusez mon français, il va se faire défoncer par la défense adverse, les pass rushers, les interior rushers, les defensive linemen. Il va se faire tuer. Voilà. Donc c'est très important. C'est un peu comme le rugby. J'aime beaucoup comparer avec le rugby. Si vous connaissez l'histoire du sport, vous savez très bien que le football américain vient du rugby, d'accord? Et donc c'est un peu comme le demi de mêlée et le pack des gros, les avants, on va dire. Il y a une relation très très forte. Au football US, c'est pareil. La relation entre le quarterback et la ligne offensive est extrêmement forte. Et elle a besoin d'être extrêmement forte parce que le quarterback, il a besoin d'être la poche tranquille, 2-3 secondes, ok, être bien protégé pour pouvoir ensuite lancer la meilleure balle possible. Ok, donc aujourd'hui, parlons quarterback. On va pas passer en revue la situation des 32 franchises. Je crois que la plupart des franchises sont bien calées, bien organisées. Leur groupe de quarterback est plutôt solide. Ils ont un titulaire en force, mais pas toutes. Pas toutes les franchises. Et à moins de un mois de la draft, certaines franchises peuvent se faire du souci. À qui on pense? On va parler de 5 équipes aujourd'hui, dont le groupe de quarterback n'est peut-être pas le meilleur, et donc la situation de toute la franchise n'est pas la meilleure. On va parler des Cleveland Browns, on va parler des Indianapolis Colts, on va parler des New York Giants, on va parler des Tennessee Titans, et on va parler des Pittsburgh Steelers.
C'est parti. Alors, commençons avec les Cleveland Browns. Les Cleveland Browns, Deshaun Watson est blessé, indisponible sans doute toute la saison. Ils ont échangé Dorian Thompson-Robinson, qui était leur quarterback remplaçant, avec Kenny Pickett des Philadelphia Eagles, fraîchement vainqueur du Super Bowl, remplaçant de Jalen Hurts, mais tout de même. Il est rentré à la fin pour quelques snaps qui comptaient pour du beurre. Est-ce que Kenny Pickett va devenir titulaire chez les Browns? Difficile à dire. Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait le niveau d'être un titulaire en NFL. Pourquoi? Comme j'explique dans mon article, il a été très bon dans son année senior, dans son dernière année en NCAA. Il a fait une quarantaine de passes de touchdown, 3000 ou 4000 yards de passes, enfin je sais plus, des nombres, des chiffres assez extraordinaires. Problème, ça ne s'est jamais très bien traduit à NFL. Il n'a jamais démontré ce niveau à NFL. Il a joué à Pittsburgh Steelers, il ne s'est jamais imposé. Il a ensuite été transféré au Philadelphia Eagles, c'était le remplaçant de Jalen Hurts. Est-ce que le fait d'être dans une franchise gagnante l'a fait changer un peu genre comme Sam Darnold à San Francisco avant de partir au Minnesota Vikings? Possible. Kevin Stefanski des Cleveland Browns est un très bon entraîneur. Pas forcément un gourou des quarterbacks comme Kevin O'Connell, Minnesota Vikings, mais tout de même un très bon entraîneur. Après, les Cleveland Browns, ils ont prolongé Myles Garrett pour un contrat multimillionnaire. Est-ce que Garrett a reçu des promesses comme quoi les Cleveland Browns allaient essayer de choper un autre quarterback? C'est fort possible. Personnellement, je vois Kirk Cousins à la tête de l'attaque des Browns la saison prochaine. Kirk Cousins, il est dans sa prison dorée des Atlanta Falcons. Il n'a pas été libéré. Donc, il est toujours techniquement dans l'effectif des Atlanta Falcons. Après, les Falcons, je suis pas sûr qu'ils veulent d'un quarterback de 37 ans qui leur coûte une quarantaine de millions par an sur le banc. Et ça se comprend. Et Cousins ne veut pas être remplaçant non plus. Donc, je pense qu'ils vont trouver un accord, sans doute un échange de choix de draft plutôt bas, je dirais 5e, 6e tour. Et je vois Kirk Cousins être à la tête de l'attaque des Browns la saison prochaine. Ou alors, le plan B, c'est peut-être les Browns qui choisissent Shedeur Sanders lors de la draft. Shedeur Sanders, il vient de Colorado, des Colorado Buffaloes, il était entraîné par son papa, Deion Sanders, une légende de la NFL. Est-ce que les Browns vont le choisir? Pas sûr. Surtout qu'après leur saison dernière, qui était dégueulasse, on va le dire, ils veulent gagner. Et gagner avec un rookie, c'est toujours très compliqué. Ok, la deuxième franchise de qui on va parler, ce sont les Indianapolis Colts. Les Indianapolis Colts, il y a 2 ans, ils ont drafté Anthony Richardson des Florida Gators, qui a impressionné tout le monde, non pas lors de sa saison NCAA, parce qu'il a joué très peu de matchs. C'est un joueur qui était drafté avec seulement une quinzaine de matchs en football universitaire. C'est très peu. Alors pourquoi il a été recruté en 4e position? Pourquoi il a été recruté si haut? En fait, il a fait un combine extraordinaire. Il a couru le 40 yards en 4,40, 4,50. Il a impressionné partout, au saut. Il a impressionné par ses lancers. Il a un canon à la place du bras. Bref, il a réussi à bluffer tout le monde parce que, à mon avis, c'est pas un quarterback niveau NFL, à mon humble avis. C'est un joueur qui a d'excellentes conditions physiques. Il peut courir. Il a un canon dans le bras. Seul problème, il est très mauvais dans la poche. Très mauvais. Il a aucune lecture du jeu et quelquefois il manque de précision. Quelquefois, il manque beaucoup de précision. Je crois que c'est un joueur qui est à peu près à 50%, un peu moins de 50% de précision dans ses lancers, ce qui est très bas pour la NFL. Voilà. Donc à l'intersaison, Chris Ballard, il y a 2 mois, à la fin de la saison, il a dit on va recruter un autre quarterback pour mettre de la concurrence dans le groupe de quarterbacks et peut-être essayer de sortir le meilleur de Anthony Richardson. Okay? Donc, ils ont fait venir Daniel Jones, qui l'an dernier a été coupé, tout simplement, des New York Giants, après un début de saison qui était horrible. Et ensuite, il a passé à peu près 2 mois chez les Minnesota Vikings,
aux côtés de O'Connell pour apprendre, sans doute restaurer sa confiance en lui-même. Et voilà, les Minnesota Vikings voulaient le garder, mais il a sans doute compris que J.J. McCarthy allait être le numéro 1, donc lui, il a préféré partir. Et c'est d'avoir une opportunité dans une autre équipe. Donc c'est pour ça qu'il a choisi les Indianapolis Colts, parce qu'il pense qu'il a une grande chance de devenir titulaire. Pour cela, il y a une vraie compétition en place. Hein. Lors des camps d'entraînement, il y aura une vraie compétition entre les deux, entre Richardson et Daniel Jones. Et c'est un choix assez surprenant de la part des Colts parce que les deux, Daniel Jones et Anthony Richardson, ils ont plusieurs points communs. Le premier, ils sont très grands, ils sont très physiques, ils ont un canon à la place du bras, mais aussi ils sont assez imprécis tous les deux. Daniel Jones n'est pas le plus précis des quarterbacks et il a le même gros défaut que Anthony Richardson, c'est-à-dire que dans la poche, il a une très mauvaise lecture du jeu. Donc voilà. Pour Chris Ballard, le manager général, et Stanken, l'entraîneur principal. Ils sont aussi sur un siège éjectable, donc est-ce que ça a été un choix judicieux de faire venir Daniel Jones? Nous verrons bien. Ok, la troisième équipe dont on va parler, et là aussi c'est très très chaud pour le manager général et l'entraîneur principal, ce sont les New York Giants. Autant pour Joe Schoen, le manager général, comme pour Brian Daboll, l'entraîneur principal, c'est très chaud. Tous les deux sont sur un siège éjectable après une saison l'an dernier qui était très très mauvaise. Cette année, ils ont un calendrier de feu, très compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste après la fin de la saison, ils se sont retrouvés avec seulement Tommy DeVito dans leur groupe de quarterback. Forcément pas suffisant. Donc, au cours des dernières semaines, pendant la free agency, ils ont recruté 2 vétérans quarterbacks. Ils ont recruté d'abord Jameis Winston, qui était libre après un passage de 6 mois aux Cleveland Browns l'an dernier. Et puis, ils viennent de recruter Russell Wilson. Russell Wilson qui a fait 4 franchises en 5 ans, 36 ans, sur le déclin. Mais bon, lui, il a un certain pédigré, il a un certain palmarès, donc ça pourrait marcher. Est-ce qu'on peut considérer que les New York Giants ont leur groupe de quarterbacks pour l'année prochaine? Rien de plus sûr. À mon avis, ils ont un plan. Ok, ils ont un plan à court terme. Forcément, Joe Schoen et Brian Daboll, ils se savent sur un siège éjectable. Donc du coup, eux, l'an prochain, il faut qu'ils gagnent des matchs. Il faut qu'ils gagnent des matchs pour sauver leur poste. D'accord? Et pour cela, ils ont fait venir 2 vétérans quarterbacks. Ils voulaient pas mettre la pression forcément sur un rookie et se faire virer au bout d'un an. Non, c'était pas du tout leur plan. Donc eux, après, est-ce que ça veut dire qu'ils vont pas recruter de quarterback lors de la draft? Pas sûr. À mon avis, le plan c'était ça, c'était de recruter 2 vétérans au cas où. Il faut savoir que les New York Giants, ils sont 3e, ils auront le 3e choix de la draft. Devant eux, ils ont les Tennessee Titans, on va en parler après, et ils ont les Cleveland Browns. Les Cleveland Browns, peut-être, ils vont drafter Shedeur Sanders. Et on sait que la QV de quarterback cette année, c'est pas la meilleure. Donc du coup, les New York Giants, ils ont voulu se protéger, et c'est pour ça qu'ils ont recruté les 2 vétérans Wilson et Winston. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas prendre Shedeur Sanders? Non, pas du tout. Je pense que si les Browns ne prennent pas Sanders, les Giants vont le prendre. Ok, ils vont le laisser se développer un an derrière Wilson et Winston. Et si ça marche pas du tout, ben ils vont lancer Sanders la deuxième partie de la saison. Voilà, je pense que c'est leur plan. La 4e équipe, la pire équipe de la saison dernière sur le papier, c'était les Tennessee Titans. Ok, c'est pour ça qu'ils ont le premier choix de draft et ils vont, à mon avis, choisir Cam Ward, le meilleur quarterback de cette QV, issu de l'université de Miami. Ok. Tennessee Titans, à l'heure où je vous parle, ils ont Will Levis comme quarterback. Il a été sélectionné il y a 2 ans, en début de 2e tour. Il a un canon à la place du bras. Il est très physique, il a des gros biceps. Problème, il fait beaucoup de lancers stupides qui ont coûté beaucoup de points et surtout beaucoup de memes, beaucoup de memes, je sais pas comment on dit en français, sur Internet. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que les Tennessee Titans, ils vont aller chercher Cam Ward, ok? Et Cam Ward, il va être d'emblée titulaire, je pense. Ok? Il n'y a même pas compétition avec Will Levis. Et d'ailleurs, il faut voir la free agency des Titans. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la free agency? Ils ont recruté 2 joueurs de la ligne offensive. Kevin Zeitler, le vétéran garde qui vient de Détroit, et Dan Moore Jr., le tackle. Ok? Donc forcément, 2 postes très importants
pour protéger Cam Ward, le mettre dans de bonnes conditions pour sa première année à NFL. Okay, on sait très bien que le fossé entre la NCAA et la NFL est plutôt grand et que ça va beaucoup plus vite. Donc, je pense que Cam Ward, il sera le titulaire, il sera déjà le choix des Titans à la draft, il sera titulaire d'entrée. Ça, c'est mon avis et l'avis de beaucoup d'experts. Cam Ward, on va pas faire beaucoup de spoilers, j'en parlerai dans un autre épisode, mais il a un énorme bras, il est surtout très nonchalant, mais ça sera un saut qualitatif énorme par rapport à Will Levis. Il faut dire que c'est pas très compliqué. La dernière franchise, ce sont les Pittsburgh Steelers. Les Pittsburgh Steelers, c'est un nom légendaire de la NFL. Beaucoup de titres, on pense à des quarterbacks comme Roethlisberger il y a quelques années. Mais voilà, le problème des Pittsburgh Steelers, c'est que cette année, depuis quelques mois, ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Quoi dire? Compliqué, c'est compliqué. Ils semblent désespérés. Incompréhensible leur stratégie lors des 2 derniers mois. Sachant qu'ils n'avaient aucun quarterback, pourquoi ils ne sont pas allés chercher Sam Darnold? Sam Darnold, il est parti pour 33 millions à l'année à Seattle. Sûrement les Steelers avec cet argent. Problème, soit ils n'ont pas fait d'offre, soit ils n'étaient pas intéressés, soit ils avaient d'autres plans en tête menant à Aaron Rodgers. Problème, il semble qu'ils font un all-in, pour parler un peu poker, ils font un all-in sur Aaron Rodgers, ok? Le souci, c'est que Aaron Rodgers, il était en ville vendredi dernier, il a visité Pittsburgh, il a visité le centre d'entraînement, il est resté 6 heures, il a parlé avec Mike Tomlin, il a parlé avec l'entraîneur Hayward, il a parlé avec le manager général, avec beaucoup d'autres joueurs, et il est parti sans accepter d'offre. Voilà. Alors je vous parle, on est samedi, ça fait plus d'une semaine, toujours pas de réponse de Aaron Rodgers. La situation presse pour Pittsburgh, les options diminuent. Russell Wilson, qui était le plan B, vient de signer à New York. Donc ils basent tout sur la réponse de Aaron Rodgers. Maintenant, que se passe-t-il si Rodgers il dit non? Que se passe-t-il si Rodgers décide de prendre sa retraite? Vous pensez que les Pittsburgh Steelers, ils vont commencer la saison avec Mason Rudolph et Skylar Thompson? Non, impossible. Après, est-ce qu'ils peuvent drafter un quarterback? Bien sûr qu'ils peuvent. Mais vu le talent de la QV cette année, vu leur position, les Pittsburgh Steelers, je crois qu'ils sont en 21e, 22e position à la draft. Pour monter dans le top 5, top 10, ça va coûter très très cher. Et pas sûr qu'une franchise comme Pittsburgh, avec un entraîneur défensif comme Mike Tomlin, ils aient forcément envie de lâcher beaucoup de choix de draft pour aller chercher un Shedeur Sanders. Ok? Est-ce qu'ils pourraient essayer de monter un peu plus pour s'assurer le 3e quarterback? Jackson Dart. Jackson Dart, bon, on va l'annoncer, c'est pas un choix de premier draft. Mais sachant la valeur, l'importance de ce poste, forcément, les quarterbacks sont toujours surcotés, ils sont toujours draftés beaucoup plus tôt que ce qu'ils devraient. Donc, à mon avis, Jackson Dart va partir au premier tour de draft, même s'il n'a pas le niveau pour être un draft de premier tour. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont essayer de monter un petit peu quelques postes? À mon avis, vers la 15e place, ils pourraient le sélectionner. Possible. Et sinon, il reste toujours les vieux comme Joe Flacco, Carson Wentz, il y a Ryan Tannehill, les rumeurs disent qu'il est prêt à sortir de sa retraite, pourquoi pas? Et il y a les seconds couteaux aussi, les Tyler Huntley, les Drew Lock, ils sont toujours disponibles ces gars-là. Hein. Et à mon avis, Pittsburgh à la rentrée, connaissant le très très bon caractère de feu de leur receveur George Pickens et DK Metcalf qui viennent d'arriver, à mon avis, les deux, ils vont être super contents. Ok, finissons bien aujourd'hui avec la minute éducative. La semaine dernière, dans mon article, j'ai parlé aussi des propositions de nouvelles lois, comme chaque année, que les franchises soumettent. Et une proposition intéressante, c'est celle des Green Bay Packers, qui veulent voir le tuche-puche des Philadelphia Eagles
disparaître. Et donc pourquoi la disparition du touche-push? Bon, déjà les Green Bay Packers ils ont beaucoup souffert la saison dernière et ils se plaignent apparemment que c'est injuste, que ce n'est pas spectaculaire. Il y a plusieurs d'autres franchises aussi qui soutiennent la proposition des Green Packers. On verra bien ce que les dirigeants de la NFL, toutes les propositions de loi sont soumises à un vote. On verra bien ce qu'ils décideront. Donc le touche-push, c'est quoi? Le touche-push est aussi appelé le brotherly shove. Ok? C'est une version du QB sneak. Le QB sneak, c'est en fait une grosse ligne offensive, très compacte, un peu genre comme une mêlée du rugby. Le quarterback se met derrière et en fait, la ligne offensive au départ, lorsque le snap est donné, défonce la ligne défensive pour créer un espace, ok, pour gagner des yards. Et le sneak, en fait, c'est le quarterback qui se faufile pour aller soit gagner un yard, soit scorer un touchdown. Ok? Voilà. Donc, le QB sneak n'est pas en danger. Cette phase de jeu n'est pas en danger. Ce qui est en danger, c'est le touche-push. Littéralement, ça veut dire en français le pousser du derrière. Ok? Ou le brotherly shove, c'est la poussée fraternelle. Ok? Quelle est la différence? En fait, cette action de jeu, c'est une variante du QB sneak. Ok? C'est-à-dire que c'est pareil, c'est un peu genre une mêlée. Il y a beaucoup de joueurs de ligne offensive. Il y a les tight ends, il y a les coureurs, les running backs, les fullbacks aussi qui se mettent. En fait, une espèce de gros mêlée comme ça et qui pousse vers l'avant. Différence de touche-push, il y a un joueur qui se place derrière le quarterback pour lui donner cette dernière poussée en fin d'action. Ok? Et c'est ça en fait que les Packers veulent voir disparaître. C'est ce joueur à l'arrière qui vient pousser. C'est ça qu'ils veulent bannir. Ok? Le QB sneak va rester en place. Ok? Il n'est pas en danger. Ok? Donc pourquoi cette action et pourquoi pas toute l'action du QB sneak? Parce que le QB sneak c'est pareil, c'est pas l'action la plus spectaculaire. Ok? Si l'excuse c'est de faire disparaître, bannir le touche-push parce que c'est pas spectaculaire, le QB sneak n'est pas spectaculaire. Ok? Donc quel est le problème? Le problème c'est que les Philadelphia Eagles ils maîtrisent. Ok? Ce sont les maîtres de cette action de jeu, de cette phase de jeu. Ok? Depuis qu'ils l'ont mise en place en 2022, je pense. Ils sont à plus de 80% de réussite. Ok? Jalen Hurts, sur cette phase de jeu, il a marqué 22 touchdowns. Ok? C'est énorme. C'est énorme en 3 saisons. Ok? Donc voilà, forcément, les équipes, ils se sentent un peu en désavantage parce qu'ils n'arrivent pas à stopper cette action tellement les Eagles, ils la maîtrisent. Donc voilà, donc, comme on disait, les Philadelphia Eagles, ils dominent parfaitement leur sujet sur cette phase de jeu. Mais pourquoi pas les autres équipes, en fait? Bon, ça, c'est difficile de savoir. Ce que l'on sait de la petite histoire, c'est que Jason Kelce, qui est maintenant à la retraite, le frère de Travis Kelce, Monsieur Taylor Swift à la ville, en fait, les deux frères, ils ont un podcast, ok? Et sur leur podcast, Jason Kelce, une fois, il racontait l'histoire, comment est né le touche-push. En 2022, je crois, dans le camp d'entraînement pré-saison, ils ont fait venir un entraîneur de rugby, un entraîneur écossais du nom de Richie Gray. Pas le rugbyman actuel, ok, mais un homonyme qui est dans la cinquantaine, un ancien entraîneur de rugby. En fait, ils l'ont fait venir pour parler à la défense, donner des conseils à la défense, à l'heure de défendre dans les tranchées, au coup d'envoi, pardon, lors du snap, ou alors une technique de plaquage. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils l'ont aussi invité, ok, à parler à l'unité offensive. Ok? Parce qu'en fait, l'entraîneur de l'attaque ou de la ligne offensive à l'époque, ils avaient cette idée, ok, de mettre en place cette version du touche-push, ok, on va dire une variante du QB sneak, ok. Mais aux entraînements, ils voyaient que voilà, ils voulaient des conseils d'un rugbyman, ok, pour mettre en place cette stratégie de jeu. Et forcément, c'est très proche, comme je dis avant, c'est très proche de la mêlée du rugby. Et Richie Gray, dès le début, il a dit la base, c'est la coordination, ok. C'est la coordination. Tous les joueurs, en fait, quand le snap est donné, il faut qu'ils poussent en même temps. Un peu comme dans une mêlée de rugby. C'est pareil. Ok? Et voilà, donc c'est ça la petite histoire.
et merci d'avoir suivi cet épisode. Votre soutien est important, alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager avec vos amis. À très vite pour un nouvel épisode.